Tout commence par ce qui ressemble à un jour comme les autres, un arrêt comme les autres, juste une vieille femme qui marche dans la rue. Une scène banale, presque invisible dans le bourdonnement d'un matin de semaine. Le soleil s'était déjà hissé haut dans le ciel, éclaboussant les trottoirs d'une lumière blanche et implacable. L'air vibrait de chaleur, et les cigales entonnaient leurs chants stridents dans les arbres rares de la rue principale. Les volets des vieilles maisons claquaient doucement dans la brise chaude, et l'asphalte brillait comme une flaque d'huile sous le poids de l'été. Mais ce que personne ne savait encore, c'était que ce jour-là, dans cette ville poussiéreuse du Mississippi appelée Clarksville, la routine allait se briser d'un seul geste. Une fissure, à peine perceptible, mais suffisante pour laisser passer une lumière nouvelle. Une faille dans le quotidien. Une vérité longtemps contenue sur le point d'éclater, portée non pas par un cri ou une foule, mais par les pas mesurés d'une femme que l'on croyait déjà oubliée. Odette Lewis marchait lentement sur le trottoir brûlant, son châle pâle posé avec soin sur ses épaules, comme une déclaration silencieuse de dignité. Il était décoloré par les années, mais toujours propre, repassé, avec un liseré de dentelle cousu main par sa sœur défunte. Malgré la chaleur moite du sud, elle refusait de s'en séparer. C'était son armure, une mémoire tissée dans le fil, un rappel de tout ce qu'elle avait traversé. À 78 ans, ses os grinçaient parfois comme les marches de son vieux perron, mais sa colonne restait droite, comme celle d'un vieux chêne ayant résisté à tous les orages. Elle avançait avec cette lenteur qui ne trahit pas la faiblesse, mais la patience, celle acquise par les années, par les luttes, par les silences endurés. Son pas n'était pas pressé. Il était mesuré, ancré, comme si chacun de ses mouvements portait le poids d'histoire que personne ne prenait plus la peine d'écouter. Sa canne, une pièce de bois foncé sculptée par son mari il y a de cela 30 ans, frappait doucement le béton inégal. Toc, toc, toc. Elle avançait en cadence, en rythme avec son propre souffle, régulier, contenu. Le genre de souffle qu'on apprend à contrôler quand on a trop souvent été obligé de se taire. Ses yeux, sombres et brillants malgré l'âge, scrutaient les vitrines poussiéreuses, les volets entr'ouverts, les devantures des petits commerces qui résistaient à la fermeture. Rien n'échappait à son regard. Elle voyait les fissures dans les briques, les rideaux tirés trop tôt, les regards furtifs derrière les stores. Elle connaissait chaque nom, chaque façade, chaque mensonge murmurant sous la peinture écaillée. Elle était née ici. Elle avait vu les rues changer de nom, les hommes de couleur s'éloigner des bancs publics, puis y revenir. Elle avait vu les promesses, les trahisons, les mêmes discours recyclés à chaque génération. Et pourtant, ce matin-là, elle ne portait aucun message. Pas de pancarte, pas de revendication, juste sa présence. Sa seule présence suffisait. Elle marchait vers le marché fermier, installé chaque mercredi devant l'ancienne église, où les femmes du quartier vendaient des confitures maison et des tomates chaudes cueillies à la main. Elle aimait cet endroit. Non pour les légumes ou les sourires forcés, mais parce que c'était là que les rumeurs circulaient, que les vérités perçaient parfois les silences. Personne ne s'était arrêté pour l'observer. Aucun passant ne s'était retourné. Les voitures ralentissaient à cause de la chaleur, non à cause d'elle. Elle n'attirait pas l'attention. Du moins, pas au premier regard. Mais certains regards s'attardent toujours un peu trop longtemps sur les gens qu'ils pensent pouvoir dominer. Ce n'est pas un regard franc, ni même ouvertement hostile. C'est un poids, une lourdeur, presque imperceptible pour ceux qui n'y sont pas habitués. Mais pour Odette, c'était une sensation aussi familière que la chaleur d'été sur sa nuque. Elle l'avait ressentie des milliers de fois dans sa vie. Dans les files d'attente, dans les salles d'attente, dans les bus, les magasins, les trottoirs où elle n'était pas attendue. C'était la manière dont certains hommes, et parfois certaines femmes, laissaient traîner leurs yeux un peu trop longtemps, non pas par curiosité, mais par volonté. La volonté de signifier « je te vois, je te juge, et si j'en ai envie, je peux t'écraser ». Elle ne les regardait pas en retour. Pas tout de suite. Pas encore. Odette portait un grand sac en toile, usé mais propre, avec des anses renforcées qu'elle avait recousues elle-même 2 semaines plus tôt. Il avait une odeur subtile de lavande et de vieux coton, une combinaison familière qui lui rappelait la maison de sa mère.
À l'intérieur, un petit portefeuille en cuir, un mouchoir brodé, une bouteille d'eau enveloppée dans un torchon pour rester fraîche, et un livre qu'elle lisait pour la 4e fois, Le Chant de Solomon de Toni Morrison. Elle s'arrêta à l'étal de Madame Pearson, une femme trapue aux cheveux gris rassemblés dans un foulard coloré. Elles n'échangèrent pas plus que les mots nécessaires, comme deux vieilles habituées d'un rituel silencieux. Odette désigna des haricots verts frais, disposés en petits tas brillants, et demanda également un morceau de pain de maïs. Madame Pearson les lui tendit, déjà enveloppés dans du papier brun, comme si elle l'attendait. Odette paya en liquide, comme toujours, comptant les billets d'un geste lent, méthodique, sans jamais baisser les yeux. Elle rangea calmement la monnaie dans une petite pochette boutonnée, puis referma le sac avec une lenteur qui n'était pas due à son âge, mais à sa manière de résister. Rien ne l'obligeait à se presser. Et c'était ça aussi, une forme de rébellion. Elle remercia poliment d'un signe de tête et d'un bonne journée qui sonnait comme une ponctuation douce dans l'air chaud, et reprit sa marche. Pas plus vite, pas plus lentement. Mais c'est à ce moment-là qu'elle sentit les regards. Ce n'était pas la foule. Les mères de famille continuaient de discuter près des cageots de tomates, un vieil homme riait d'une blague sur le prix des pêches, un jeune garçon courait après une guêpe avec une brindille. Non, ce n'était pas le marché. C'était ciblé, précis, comme une aiguille invisible posée sur sa nuque, un fil tendu qui vibrait au moindre mouvement. Elle n'avait pas besoin de tourner la tête pour savoir. Son dos, ses épaules, la peau même de son cou avaient appris à détecter cette tension particulière. Le souffle change. L'air devient plus dense, chargé d'un regard qu'on n'a pas sollicité, mais qu'on ne peut ignorer. Alors seulement, elle leva doucement les yeux, sans précipitation, avec la lenteur calculée de celle qui refuse d'être prise au dépourvu. 2 hommes en uniforme de shérif se tenaient près d'une voiture de patrouille, garée en diagonale comme un animal en embuscade. Leur posture n'avait rien de décontracté. L'un d'eux mâchait du chewing-gum avec une mâchoire serrée, les lèvres pincées dans une expression trop neutre pour être innocente. L'autre jouait avec sa radio, les doigts glissant paresseusement sur le bouton, mais son regard restait fixé, figé, sur elle. Ce n'était pas de la surveillance, ce n'était pas du maintien de l'ordre, c'était un avertissement silencieux, un message clair. On t'a vu, on t'a choisi, et on veut que tu le saches. Ils n'étaient pas là pour le marché. Ils étaient là pour marquer leur territoire. Le plus grand des deux, le sergent Wallace Briggs, avait cette façon de regarder les gens comme s'il les évaluait pour les démonter pièce par pièce. Pas comme un médecin analyserait un corps pour le soigner, mais comme un mécanicien cynique regarderait un moteur en panne en se demandant quelle pièce il pourrait retirer sans que ça crie trop fort. C'était un regard lent, appuyé, presque méthodique. Il balaya Odette de haut en bas avec la précision d'un scalpel, notant sans doute la canne, le sac en toile, le châle, la lenteur volontaire de ses pas. Il faisait ce travail depuis 25 ans. 25 ans de rondes, d'arrestations, de formulaires signés sans témoin, de rapports arrangés, de silences achetés ou imposés. Mais ce n'était pas l'expérience qui lui donnait ce regard. Ce n'était pas l'usure du métier, ni la fatigue des longues journées sous le soleil du Mississippi. Non, c'était l'impunité. L'impunité creuse les visages autrement. Elle taille les rides différemment. Elle donne à certains hommes ce masque de pouvoir tranquille, cette impression qu'ils sont intouchables. Ce n'est pas le badge qui les rend dangereux, c'est ce qu'ils croient pouvoir faire avec. À côté de lui, l'agent Henry Dalka paraissait presque chétif, mais son uniforme impeccable, ses gestes précis et surtout son regard vide disaient tout ce qu'il fallait savoir. Il était plus jeune, pas encore usé, mais déjà modelé par le même moule. Il portait le même sourire en coin, le même rictus à peine visible qui disait « Je suis avec lui, et donc je peux tout me permettre ». Il murmura quelque chose à l'oreille de Wallace, une phrase courte, à peine un souffle, mais assez pour déclencher un mouvement. Wallace hocha la tête. C'était un hochement bref, sec, comme une sentence prononcée sans appel. Puis il s'avança, lentement, chaque pas résonnant comme un avertissement. Il ne pressait pas le pas, il ne criait pas. Ce genre d'homme n'avait pas besoin de hausser la voix pour provoquer l'intimidation. C'était dans la manière dont il occupait l'espace.
dans la façon dont il réduisait les autres à leur ombre, dans cette certitude qu'il avait gravée dans la moelle de ses os. Personne ici ne me dira non. Mais Odette ne s'arrêta pas. Elle n'accéléra pas. Elle ne tourna pas la tête. Elle continua simplement à marcher, chaque pas aussi solide que le précédent, comme si elle traversait une tempête dont elle connaissait déjà tous les vents. Elle connaissait ce genre d'hommes. Elle les avait vus dans d'autres temps, dans d'autres uniformes. Quand elle n'était encore qu'Odette Mace, aide-soignante dans l'armée, un brassard rouge au bras et du sang sur les mains, au cœur même de la guerre du Vietnam. Là-bas, elle avait porté des garçons en morceaux. Elle avait nettoyé leurs plaies avec une main ferme pendant qu'ils hurlaient ou priaient. Elle avait vu des yeux jeunes, pleins de rage, pleins de peur, s'éteindre dans un silence déchirant. Et elle avait vu l'autre côté aussi, ceux qui infligeaient cette douleur, ceux qui confondaient puissance et cruauté, qui prenaient plaisir à dominer, à casser, à réduire les autres à un chiffre ou à une faiblesse. Alors elle reconnaissait l'arrogance. Elle reconnaissait l'odeur d'un homme trop sûr de son droit. Elle reconnaissait le langage corporel de ceux qui testaient les limites, qui cherchaient la faille, qui voulaient une excuse pour exercer leur emprise. Et plus que tout, elle reconnaissait le danger. « Bonjour, madame », lança Wallace d'une voix mielleuse, presque trop douce pour être sincère. Une voix travaillée, enroulée dans un ton de fausse politesse, comme un gant de velours masquant un point de fer. Il faisait semblant d'être charmant, mais chaque syllabe portait une tension sous-jacente, un avertissement codé. Ses yeux, eux, ne souriaient pas. Ils jaugeaient, décortiquaient. « On ne vous a jamais vu par ici. Vous êtes du coin ?» Il savait ce qu'il disait. Ce n'était pas une question d'intérêt. C'était un défi, une manière de marquer une frontière invisible entre ceux qui appartiennent à cet endroit et ceux qu'on tolère à peine. Mais Odette ne broncha pas. Elle tourna lentement la tête, sans précipitation, sans crainte non plus. Son regard était droit, franc, tranquille. Elle n'avait pas besoin de hausser la voix. « Je suis née ici, monsieur l'agent. » Elle le dit sans insister, sans fierté, mais avec le poids tranquille d'une vérité indiscutable. Une racine plantée trop profondément pour être arrachée par des paroles ou des uniformes. Le silence qui suivit n'était pas vide. Il était lourd, tendu, saturé d'un vieux malaise qui remontait à des décennies. Wallace la scruta, ses yeux perçants sous la visière de sa casquette. Son sourire s'effaça lentement, remplacé par une ligne dure sur son visage. « Et vous avez quitté la ville pendant… Combien d'années » demanda-t-il enfin, la voix moins suave, plus métallique. La question suintait la suspicion déguisée en curiosité. Il voulait la déstabiliser, la pousser à se justifier. Mais Odette ne se laissa pas entraîner. Sa réponse fut posée, presque détachée. « Assez longtemps pour savoir qu'elle n'a pas beaucoup changé, » répondit-elle calmement. Ce fut dit sans acrimonie, juste une constatation. Mais le sous-entendu flottait entre eux comme un spectre connu. Elle parlait des habitudes enracinées, des regards de travers, des bancs qu'on évitait, des sourires forcés qui cachaient le mépris. Elle parlait d'une ville figée, dans une illusion de paix, alors que les murs, les trottoirs, les regards savaient très bien ce qui se jouait dans les interstices. Wallace se redressa un peu. Il sentit la résistance. Il n'aimait pas ça. Alors il changea de ton, un rien plus autoritaire. Le vernis de courtoisie s'effritait. « Vous avez une pièce d'identité sur vous ?» Ce n'était pas une requête innocente. Odette savait ce que c'était. Elle l'avait vu trop de fois pour se tromper. C'était pas une vérification de routine. Ce n'était pas une mesure de sécurité. C'était une intimidation, une tentative de domination, un test silencieux, un jeu qu'il jouait depuis toujours avec les mêmes règles non dites. Prouve que tu as le droit d'être ici. Prouve-le-moi, ou je déciderai que tu ne l'as pas. Elle ne recula pas, ne montra aucun signe de panique. Elle savait que céder trop vite, sortir son portefeuille, obéir sans réfléchir, c'était donner un petit morceau de son pouvoir, une concession. Et elle avait fait assez de concessions dans sa vie. Elle le regarda droit dans les yeux. Sa voix resta posée, claire. « Ai-je enfreint une loi, monsieur l'agent ?» Chaque mot était une pierre posée entre elle et eux. Pas un mur, mais une ligne. Une ligne qu'il n'avait pas encore franchie, mais qu'il lorgnait. Et il n'aimait pas ça. Il n'aimait pas qu'on leur résiste sans violence, sans peur.
Ils n'aimaient pas qu'on leur rappelle, calmement, qu'ils n'étaient pas les seuls à connaître les règles du jeu. C'est alors que Dalka s'approcha, son pas léger, presque insouciant, mais sa présence tranchait comme une lame fraîche. Il n'avait pas le flegme de Wallace, mais il avait déjà appris l'essentiel. Le sourire narquois, le ton mi-moqueur, mi-condescendant, le masque de l'humour qui camoufle l'agression. Il glissa les mains dans sa ceinture et se pencha légèrement en avant, assez pour que son ombre frôle le sac d'Odette. « C'est juste une question, mamie, lança-t-il, avec un petit rire sec. Pas besoin de s'énerver. Mamie! Il avait choisi ce mot comme on choisit une pierre à lancer. Il aurait pu dire madame, ou même vieille dame, mais non. Il avait dit mamie, et il l'avait dit avec cette teinte dans la voix, ce dédain masqué derrière la familiarité. Il voulait réduire, rabaisser, infantiliser. Il voulait rappeler que dans ses yeux, elle n'était pas une femme entière, avec un passé et une dignité, mais une vieille figure désuète qu'on pouvait tutoyer et balayer. Le mot claqua comme une gifle dans l'air brûlant. Autour d'eux, quelques clients du marché ralentissaient le pas. Certains détournaient les yeux, d'autres sortaient discrètement leur téléphone. Pas encore pour filmer, juste pour être prêts. Parce qu'ils avaient senti, eux aussi. « Vous êtes nerveuse, » dit Wallace. « Les gens nerveux ont souvent quelque chose à cacher. Ou peut-être qu'ils ont juste l'habitude d'être traités comme des criminels sans raison. » Son ton restait doux. Mais ses mots portaient comme des coups bien placés. Briggs s'approcha brusquement. « Montrez-moi ce qu'il y a dans votre sac. Pas sans mandat. Vous refusez d'obéir à un ordre ?» Odette leva lentement les yeux vers lui. « Je refuse de me laisser intimider. » Dalka se pencha. « On a eu des plaintes, des gens qui disent qu'une femme correspondant à votre description a volé des produits sur le marché. Un mensonge. Grossier. Mais suffisant pour déclencher une fouille. Assez pour justifier des menottes. » Odette savait comment ce jeu fonctionnait. Elle inspira profondément et, avec un calme presque glacial, sortit une carte plastifiée de sa poche. Odette Lewis, retraitée de l'armée américaine, médaillée du service actif, aide-soignante décorée. Elle l'attendit. Wallace prit la carte comme s'il s'agissait d'un objet sale. Il la regarda brièvement, puis la montra à Dalka. « Et alors ?» dit-il fort. « Tu veux une médaille aussi ?» C'est peut-être un faux. Les murmures montaient dans la foule. Les téléphones, maintenant, étaient levés. Les caméras filmaient. Wallace ne s'en souciait pas. Pas encore. Il fit un pas de plus et saisit brutalement le sac d'Odette. Elle recula d'un demi-pas, mais il attrapa son bras. « Ne me touchez pas, dit-elle fermement. Vous résistez à un agent ?» Le mot « résister » fut lancé exprès, comme un piège. Il y eut un mouvement rapide. Wallace força Odette contre le mur en briques derrière l'étal de fruits. Un cri s'échappa de la foule. Le bruit des menottes résonna comme une gifle. L'acier mordit sa peau fine. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle fixa droit devant elle. « Je ne résiste pas, dit-elle haut et fort. Je suis debout, et vous êtes en train d'abuser de votre pouvoir. » Les caméras captèrent tout. Les regards se figèrent. Un adolescent cria « Elle n'a rien fait !» Une femme hurla « C'est une ancienne militaire !» « Lâchez-la !» Mais Wallace continuait. Il poussa son visage plus près de son oreille. « Vous croyez que vos médailles vous protègent? Vous croyez que quelqu'un va se lever pour vous, une vieille femme oubliée ?» Odette ferma les yeux. « Ils ne m'ont pas oublié, vous verrez. » Et en effet, ils virent, car une nouvelle voiture venait d'arriver. Silencieuse. Pas de gyrophare, pas de sirène, juste une présence tranquille. Un homme sortit, costume sobre, démarche assurée. C'était le capitaine Antoine Mercier, directeur adjoint de la division éthique du département, ancien élève d'Odette à l'époque où elle formait de jeunes recrues au centre militaire de Biloxi. Il marcha sans se presser. Wallace, Dalka. Les deux hommes se figèrent. Relâchez-la, immédiatement. Wallace ouvrit la bouche, prêt à protester. Mais Mercier le coupa. Tu veux qu'on repasse les images ensemble? Il y a au moins 10 vidéos en ligne déjà. Tu veux mentir devant tout le pays? Briggs grimaça. Il sortit les clés et desserra les menottes d'un geste brusque. Odette baissa les bras lentement, en silence, sans un mot, sans un gémissement. Mercier s'adressa à elle. « Ça va, Madame Lewis ?»« Je suis debout. C'est tout ce qui compte. » Il se tourna vers la foule. « Ce que vous venez de voir, c'est ce qu'on appelle un abus de pouvoir. Et je vous promets que ça ne restera pas impuni. » Les applaudissements éclatèrent. Pas forts, pas euphoriques,
mais réel, un soutien, une présence. Quelques jours plus tard, le département de police de Clarksville annonça la suspension immédiate de Wallace Briggs et Henry Dalka, suivie d'une enquête pénale pour usage abusif de la force, falsification de rapports et harcèlement ciblé. Et Odette Lewis? Elle ne retourna pas chez elle pour se reposer. Non, elle rentra chez elle ce soir-là, seule, le sac toujours à la main, les épaules douloureuses, les jambes lourdes, mais l'esprit en feu. Elle ne dormit presque pas. Les souvenirs, les mots, les regards de la journée tournaient dans sa tête comme un ouragan silencieux. Elle se revit dans d'autres villes, dans d'autres rues, sur d'autres bancs, à d'autres époques. Elle pensa à sa mère, Lorraine, à ses mains usées par les lessives, à sa voix douce mais ferme quand elle disait « Parle, même si ta voix tremble ». Et Odette comprit, dans cette nuit brûlante, que le temps du silence était terminé. Elle créa la Fondation Lorraine, du nom de sa mère. Pas une association de façade, pas une initiative pour calmer les esprits. Une vraie structure, née dans le feu de l'humiliation, forgée dans la mémoire de toutes les injustices qu'elle avait vues et vécues. Elle réunit des anciens combattants, des professeurs à la retraite, des jeunes militants, des juristes progressistes. Elle transforma le salon de sa petite maison en centre de coordination. Les dossiers empilés remplaçaient les napperons brodés. Son téléphone sonnait jour et nuit. La Fondation Lorraine proposait un soutien juridique gratuit pour les victimes d'abus policiers, de discrimination raciale, d'expulsion arbitraire. Elle organisait aussi des formations civiques, connaître ses droits, savoir comment filmer une interpellation, écrire une lettre officielle, saisir un tribunal. Et peut-être plus important encore, elle ouvrit un espace de parole, un lieu simple, avec des chaises pliantes, du café tiède et des voix qui, enfin, pouvaient se dire sans peur. Des jeunes venaient y déposer leur colère. Des femmes noires racontaient ce qu'elles avaient toujours tu, de peur d'être traitées d'exagérées. Des anciens parlaient avec des larmes dans la gorge, comme si leur gorge se dénouait pour la première fois depuis 50 ans. On y venait pour dire la vérité, pour entendre celle des autres, pour reprendre racine. Quand elle monta sur scène, 3 mois plus tard, dans le centre communautaire de Clarksville, ce n'était pas une cérémonie, c'était un cri rassemblé. Il n'y avait plus une seule chaise libre. Des gens étaient debout contre les murs, assis par terre, massés dans les couloirs. Ils étaient venus de tout l'État, certains même de plus loin, pour voir, pour entendre, pour soutenir. Il y avait des visages fatigués, jeunes, vieux, noirs, métis, quelques blancs aussi, timides mais présents. Tous portaient dans les yeux une flamme, comme un retour à quelque chose qu'ils pensaient perdu. La possibilité de croire encore. Odette portait le même châle qu'au marché ce jour-là. Lavé, repassé, mais toujours pareil. Il tremblait légèrement sur ses épaules, tandis qu'elle se tenait droite derrière le micro, les mains posées calmement sur le bois du pupitre. Elle regarda la foule. Puis elle dit d'une voix claire, sans trembler. « Ce n'est pas parce que je suis vieille que je suis faible. » Des murmures d'accord montèrent aussitôt. Puis elle ajouta, en marquant une pause. « Et ce n'est pas parce que je suis noire que je dois me taire. » La salle se leva, pas lentement, pas timidement, mais d'un seul corps, comme une vague, comme un rugissement sans bruit. Des larmes coulaient sur des joues, des poings étaient levés. Certains criaient « merci », d'autres restaient figés, simplement émus d'avoir entendu leur propre douleur enfin formulée par une voix aussi ferme, aussi libre. Et Odette sourit. Pas pour elle, mais pour les centaines de voix qui, grâce à elle, allaient enfin se faire entendre. Pour les enfants qui n'auraient plus peur de marcher la tête haute. Pour les jeunes femmes qui diraient non sans trembler. Pour les anciens qui retrouveraient leur dignité avant de partir. Puis, alors que la foule applaudissait encore, elle recula d'un pas, une main sur sa poitrine, son souffle un peu court, un vertige. Elle sourit encore, comme si elle savait. Un instant plus tard, elle s'effondra doucement. Le silence fut instantané, des cris, des pas qui courent, des mains qui cherchent son pouls. Une infirmière, un médecin bénévole, quelqu'un hurlant « Appelez une ambulance !» Mais elle ne rouvrit pas les yeux. Odette Lewis, née ici, humiliée ici, honorée ici, venait de tirer sa dernière révérence. Sur ses lèvres, un sourire calme. Dans sa main serrée contre sa poitrine, un petit mouchoir brodé au nom de Lorraine. Et sur cette scène, au cœur de la douleur et du chaos,
Un peuple venait de se lever pour ne plus jamais se rasseoir.